Chers compatriotes, 19 août 2017, 19 août 2018, un an. Il y a un an jour pour jour que, tel un volcan dont tous les volcanologues avaient prédit avec certitude l'extinction définitive, vous vous êtes subitement levé. Ne pouvant plus supporter une gouvernance, si on peut encore l'appeler ainsi, une gouvernance sanctionnée par un fiasco total, soudée par plus d'un demi-siècle de violations massives, permanentes et flagrantes des droits humains, de brimades, de souffrances et de misère dans un pays qui ne manque pourtant pas de ressources, portée par une prise de conscience générale et dans un élan de sursaut patriotique sans précédent, vous vous êtes levé comme un seul homme, la tête redressée contre cette forteresse répétée unir, jusque-là imprenable. Ce jour du 19 août 2017, le Togo a surpris le monde. Les plus grands analystes politiques furent pris de court dans leurs prévisions. En effet, pour plusieurs observateurs, même des plus avisés de la politique africaine, rien ne laissait présager un tel sursaut qualitatif de la part de ce peuple vaincu et soumis par la force brute. À cette date, il fallait être fou pour prédire le réveil d'un peuple angoissé sans armes. À la veille du 19 août 2017, c'est-à-dire le vendredi 18 août 2017, tout indiquait que le baobab tenait bien debout sur ses racines cinquantenaires, que le dinosaure avait toute son énergie, toute sa capacité de nuisance et de destruction intacte. La lutte du 19 août s'annonçait comme une lutte perdue d'avance. En effet, comment remporter une lutte dans un contexte aussi défavorable, hostile à l'idée d'alternance? Le pouvoir en place disposait de toutes ses armes, la force, l'argent, les chambres de montage. Nous vivions dans un système de confusion parfaite des pouvoirs entre les mains d'un seul homme, l'héritier du Togo, territoire et population. Le pouvoir n'a pas besoin d'une décision de justice motivée et construite sur le principe du contradictoire pour condamner et détenir un citoyen. Ils sont nombreux, ces détenus politiques condamnés sur la base de montages aussi grossiers qu'abracadabra. Dans ces conditions, les rapports de force étaient loin d'être favorables au peuple littéralement spolié. Voilà la situation à la veille du 19 août 2017. Que n'avions-nous pas entendu de ce pouvoir arrogant, assis sur les ressources du pays et sûr de lui-même? Pourtant, c'est dans ce contexte aux indicateurs totalement défavorables, le vent et le courant marin contre nous, que vous vous êtes levé à la surprise générale, rappelant ainsi l'épopée mandingue. Hommage au peuple Soundiata du 21e siècle. C'était sans compter avec le corps du Togo qui, toujours, soupire vers la liberté, quel que soit le tyran en face. Trois facteurs ont joué en faveur du peuple. La foi en Dieu, le seul immuable, la prise de conscience, la détermination. Quelles étaient vos revendications ce jour désormais historique du 19 août 2017? Eh bien, le peuple debout sur le territoire national et dans la diaspora exigeait à l'unisson le retour à la Constitution du 14 octobre 1992, la C92, et l'effectivité du droit de vote de la diaspora togolaise partout dans le monde. Le peuple veut reconquérir la liberté de choisir ses dirigeants, liberté violemment arrachée depuis le 13 janvier 1963. Vous voulez avoir la décision sur la manière dont votre pays, le Togo, doit être gouverné. Vous avez pris des risques réels pour un Togo pour tous sans exclusive, un Togo pour la minorité actuelle aussi. À travers ces exigences claires, légitimes et justes, vous rejetez de façon ferme
l'accaparement des richesses du pays par une minorité qui n'a ni pitié ni honte, la monarchisation de notre pays et la remise du compteur à zéro. Légaliste et pacifiste, vous avez opté pour la non-violence, stratégie à laquelle vous êtes resté fidèle durant toute cette année de lutte. C'est la révolution de la Cibalo ou du Nouzillé. C'est pourquoi par avance, le 2 juillet 2017, au cours du meeting dénommé La Finale au stade d'Agoy, nous avons pris soin d'annoncer que nos marches seront des processions de pacifistes. Nous nous sommes adressés, entre autres, aux forces de sécurité, à l'armée, au pouvoir en place, au président en exercice de la CEDEAO de l'époque, sur le respect des libertés fondamentales, notamment la liberté de manifestation. Peine perdue. La suite, tout le monde la connaît. Le piquet n'a toujours pas compris, malgré l'évidence, qu'il a son destin lié à celui du mouton, étant donné qu'ils sont liés par la même corde. C'est pour nous l'occasion de rendre un hommage mérité à nos compatriotes abattus froidement. Notre soutien indéfectible va aux blessés, parmi lesquels des handicapés à vie, aux déplacés et aux réfugiés. À ce jour, premier anniversaire du soulèvement gigantesque et pacifique du 19 août 2017, nous comptons encore 53 détenus de l'arbitraire et des membres de la société civile, parmi lesquels le jeune Asiba Johnson. Les villes de Mango, Bafchilo et Sokodé sont toujours assiégées par l'armée qui refuse toujours de rester à sa place, c'est-à-dire dans les casernes en dehors de la sphère politique. Une armée républicaine n'est pas la préoccupation du commandant en chef des forces armées togolaises. Les villes comme Kara, Tchamba et certains quartiers de Lomé, la capitale, sont encore sous une surveillance militaire musclée et très étroite. Ce bilan funeste contraste complètement avec le bilan des manifestations organisées par la diaspora togolaise à l'extérieur du pays. Là-bas, en Afrique, en Europe, aux États-Unis d'Amérique, au Canada et en Asie, ni blessés, ni détenus, ni morts. Pourtant, les manifestants sont allés jusqu'aux places symboles, des espaces hautement historiques et mondialement reconnus. Ceci démontre à suffisance que les Togolais ne connaissent la liberté qu'une fois à l'extérieur de leur pays. Dans leur propre pays, ils sont tenus de ramper sous un plafond de liberté juste au-dessus du plancher. Ce que le peuple togolais a réussi et qui force l'admiration du monde entier est exceptionnel. Les Togolais de l'intérieur et les Togolais de l'extérieur ont réussi, contre toute attente, à sauter la dalle au-dessus du Togo et à casser la clôture en béton armé autour du Togo. C'est justement cette situation qui faisait que personne, même à nos frontières, ne voyait vraiment et n'entendait distinctement les Togolais soumis dans leur propre pays à un calvaire inimaginable. Cette image d'un peuple en sanglots rampant sous un plafond plancher était méconnue de l'extérieur. Vous êtes finalement parvenu à internationaliser le problème togolais, faisant ainsi de la cause du peuple togolais une cause entendue à l'échelle internationale comme une cause juste. Désormais, et malheureusement pour le régime, de l'extérieur l'on nous voit, de l'extérieur l'on nous entend. Le mensonge n'est plus prospère. Il a atteint ses limites. En outre, vous avez réussi à briser ce que nous appelons le cercle de la division de la famille Gnassingbé. La vraie fausse question nord-sud est totalement discréditée. Aujourd'hui, qu'avons-nous gagné de cette lutte qui, précisons-le, est toujours en cours? Le contenu de la feuille de route constitue un acquis à consolider par la coalition à laquelle je rends un hommage mérité. L'unité d'action à laquelle nous avons tous souscrit se révèle payante.
La feuille de route se présente comme un document cadre. De ce document de base, qui appelle des précisions de la part de la CEDEAO, vont découler des mesures concrètes qu'exige la gouvernance démocratique à laquelle tous les États membres de la CEDEAO ont adhéré, à l'exception d'un seul État, le Togo. Cette feuille de route a le mérite de renvoyer le pouvoir au constitutionnalisme posé par la Constitution du 14 octobre 1992, bloquant ainsi le compteur à 2. Par ces recommandations, la CEDEAO a rendu justice à la diaspora togolaise qui n'a jamais pris part aux décisions portant sur le choix des gouvernants et sur la manière dont leur pays doit être gouverné. Cette fois, la diaspora togolaise de par le monde tient l'opportunité qui, comme dans un élan de mouvement pendulaire ou oscillatoire, lui permettra de revenir frapper à sa position initiale pour enfin chasser ceux qui ont chassé des Togolais et qui font tout pour les maintenir hors du territoire national. De plus, connaissant la mauvaise foi dont est pétri ce régime en matière d'exécution des engagements, la CEDEAO, tout en instituant un comité de suivi de la mise en œuvre de la feuille de route, maintient le dialogue. Rendre justice au peuple togolais au front depuis 1 an contre la plus vieille dictature du continent est un devoir pour les chefs d'État de la CEDEAO. Souveraineté, oui, mais un gouvernement ou un chef d'État ne peut faire ce qu'il veut dans un pays de l'espace communautaire. Il ne peut pas considérer son pays comme une propriété familiale. Depuis les principaux empires ouest-africains, les peuples de la sous-région ont une histoire commune. Les États de cet espace doivent continuer l'effort de construction d'un destin commun, tout en gardant à l'esprit que le destin de l'Afrique est absolument fédéral. C'est la raison d'être de la CEDEAO, le sens de la lutte de la jeunesse africaine qui a, pour l'Afrique, le choix entre s'unir ou disparaître. La CEDEAO doit veiller à un équilibrage en matière de jouissance des libertés fondamentales et de démocratie dans l'espace communautaire, une sorte de convergence en matière de démocratie. Notre solidarité suppose liberté partagée, démocratie partagée, prospérité partagée. N'oublions pas que ce sont des femmes, des hommes et des peuples libres qui sont appelés à assumer et à assurer le développement de l'Afrique. À cette étape précise de notre lutte, permettez-moi d'exprimer toute notre gratitude à tous les chefs d'État de la CEDEAO. Notre reconnaissance va particulièrement aux facilitateurs que sont le président Alpha Condé de la Guinée et le président Nana Akufo-Addo du Ghana pour les efforts déployés en faveur d'un Togo normal, un Togo où règne la force de la loi et non la loi de la force. Toutes nos félicitations au président Muhammadu Buhari du Nigeria pour sa brillante élection à la tête de la CEDEAO. Le Togo, pour plusieurs raisons liées à son pays et à sa personne, tout en lui exprimant sa gratitude pour ce qu'il a fait jusqu'ici, attend beaucoup de lui. Avec la nouvelle configuration, le dossier togolais tombe désormais entre les mains d'un comité de sages, au sein duquel 70 ans constituent l'âge de base. Malgré tout, la feuille de route reste une victoire d'étape. La lutte continue, restons donc debout. S'il est vrai que nous venons de très loin et que nous sommes tout près de notre destination, nous ne sommes pas pour autant à destination. Dans ce parcours héroïque du peuple en quête de liberté, de justice et de prospérité, chaque millimètre compte absolument. 1 millimètre avant la destination, ce n'est pas la destination. Si sur la candidature de Faure en 2020, la CEDEAO, en utilisant un langage de sagesse, n'a pas donné d'indication expresse, il revient à nous, peuple togolais, de continuer à assumer ce combat pour les futures générations togolaises et africaines. C'est notre combat en tant que peuple conscient et debout. Nous faciliterons ainsi le travail à la CEDEAO. Cette victoire d'étape n'est pas une victoire d'un parti politique. On ne peut non plus l'attribuer à un individu. C'est une victoire du peuple martyr. Pour la suite,
La sensibilisation et la mobilisation doivent être amplifiées. Il est urgent de continuer à élargir la base de contestation tant au niveau national que dans la diaspora. Au plan national, toutes les villes, tous les villages et toutes les campagnes sont concernés. Il s'agit concrètement d'étendre les actions d'éveil des consciences des populations sur tout le territoire national. Notre mobilisation et notre détermination décideront du reste. À l'étape actuelle de la lutte, personne ne parviendra à nous distraire en nous entraînant dans un débat qui n'a rien à voir avec la lutte de tout un peuple en quête de sa première alternance politique après plus d'un demi-siècle de dictature. C'est bien de ça qu'il s'agit. Ne l'oublions pas. À chaque fois qu'il est en difficulté, ce régime tente toujours de mettre en conflit les éléments de la division qu'il a lui-même artificiellement opérée. Et la religion, à côté de l'origine territoriale, l'ethnie, la profession, etc., fait partie de ces éléments de la division. Dès lors, si confusion entre le politique et le religieux il y a, il convient de la chercher du côté du régime, prêt à tout pour s'opposer à l'alternance dans notre pays. Mais, organisée à dessein, cette confusion est volontaire. C'est dans cette confusion diabolique que le régime, tout en faisant payer cher à l'ensemble des Togolais, fait payer plus cher à ceux avec qui le leader du PNP partage l'origine, l'ethnie et la religion. Cette démarche de répéter unir n'est pas une nouveauté. Le pouvoir n'est pas très inventif, donc pas d'innovation dans les montages. Ne voyez-vous pas qu'il traîne le même candidat depuis 1969? Nous n'avons pas oublié les Togolais et les territoires de notre pays qui ont payé et continuent de payer très cher pour le positionnement et les actions politiques de Gilles Christ Olympio, Diobo Boukari, Boko Bosso, pour ne citer que ceux-là. Pour le système en place, est considéré comme terroriste ou djihadiste toute personne physique ou morale qui conteste la souveraineté, la royauté de droit divin de la famille Gnassingbé sur le Togo. Voilà pourquoi les États occidentaux, qui disposent des meilleurs spécialistes en matière de terrorisme et de djihadisme, ont du mal à les comprendre. C'est de notoriété publique. La cohabitation pacifique entre les différentes religions au Togo est un fait séculaire et rien ne peut inverser la donne. Si la religion d'Osiris, je ne parle pas d'animisme, n'a pas fait la guerre au judaïsme, au christianisme et à l'islam, c'est parce que cette religion est fondamentalement pacifique. De même, le christianisme togolais et l'islam togolais sont fondamentalement pacifiques. Ceux qui incendient les mosquées, déchirent et brûlent les exemplaires du Coran ont des motivations purement politiques et non religieuses. Mais qui d'autre peut mieux défendre une propriété si ce n'est le propriétaire lui-même? Dieu saura défendre sa parole et sa maison. Point n'est besoin pour les musulmans d'organiser des groupes d'autodéfense. C'est une piste qui conduit directement au piège tendu par le pouvoir. Tous les Togolais le savent. Un Togolais adepte de la religion d'Osiris n'a pas ce cœur qui lui ordonne d'incendier une église, d'incendier une mosquée ou de brûler un exemplaire du Coran, ni un exemplaire de la Bible. Un Togolais chrétien n'a pas ce cœur qui lui ordonne d'incendier une église ou une mosquée, de brûler la Bible ou le Coran. Un Togolais musulman n'a pas ce cœur qui lui ordonne d'incendier une mosquée ou une église, de brûler le Coran ou la Bible. Du reste, comment comprendre que des musulmans pourchassés jusque dans les mosquées à coups de gaz lacrymogène, au tir à balles en caoutchouc et à balles réelles, une fois s'être échappés, s'en prennent, non pas à leur bourreau, mais à leur mosquée et à leur Coran. Vraiment, ce pouvoir machiavélique manque cruellement d'imagination. À partir du moment où la religion d'Osiris, développée depuis la vallée du Nil, a, de façon considérable,
influencer directement le judaïsme, indirectement le christianisme et l'islam, le PNP estime que tout négro africain doit se sentir à l'aise dans l'une quelconque de ces religions. Les Togolais ne sont pas dupes. Ils savent exactement pourquoi ils se battent. Ils se battent pour l'alternance, qui est aussi la clé de l'espoir des détenus politiques. Peuple sentinelle, tu es le grand comité de suivi, le grand évaluateur de la feuille de route. Tout dépendra du comportement du pouvoir dans la mise en œuvre de cette feuille de route. Pour l'instant, l'urgence est constituée par l'exécution des mesures préalables, à savoir la libération sans condition des détenus, la levée de sièges sur les villes de Mango, Bafilo et Sokodé, ainsi que le casernement de l'armée. L'histoire des armes disparues est un faux prétexte pour occuper militairement la région. La liberté de mouvement et la sécurité des leaders des partis de la coalition. Notons que ce régime, père-fils, a une tradition de meurtre des leaders politiques. Sylvanus Olympio, Jobo Boukari, Tavio Amorin, Atuche Abogli et tant d'autres. La liberté de mouvement des responsables, militants et sympathisants des partis politiques de la coalition. L'arrêt de toutes les opérations en cours liées au processus électoral. La CEDEAO doit rappeler à l'ordre cette CENI qui se croit au-dessus de la Constitution. Sur ces préalables, nous en appelons à la fermeté habituelle de la coalition, porte-parole des aspirations profondes du peuple togolais. Pour ma part, en tant qu'Africain du Togo, je suis très fier de ce peuple auquel j'ai le bonheur d'appartenir, un peuple disposé à servir l'Afrique et l'humanité. En attendant, la lutte continue. À vous l'été, sous-tassé, mais toujours à Sibaboulou, nous y aimions. Dieu bénisse le Togo et l'Afrique.